On y va. Donc, on va encore rapidement parler de l'Afrique. Tu peux un peu zoomer. Donc, le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc, si tu considères le pays le plus vaste au monde, c'est quoi? La Russie, 17 millions de kilomètres carrés. Tu introduis ici à l'intérieur de l'Afrique, il y aura de l'espace. Si tu prends la Chine, qui a 9 600 000 kilomètres carrés, tu introduis ici dans l'Afrique, il y aura encore de l'espace. Si tu prends 10 fois la superficie de la France, tu ajoutes l'Angleterre, la Hollande, le Luxembourg, tu introduis ici, il y aura de la place pour jouer au football. Donc, c'est un continent qui est suffisamment vaste, avec plus d'1,4 milliard individus. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait donc? Pourquoi est-ce que nous sommes là à parler le français comme je parle là, l'anglais, le portugais, etc. Vous avez vite compris le débat sur les langues africaines et leur mise en valeur, parce que c'est important que nous puissions remettre en valeur nos langues. Mais est-ce que ça veut donc dire que c'est mauvais de parler le français et l'anglais? Je dis non. Apprendre des langues supplémentaires, c'est toujours intéressant, parce que ça permet d'augmenter la culture générale. Mais je vais aussi évoquer la partie historique pour montrer comment est-ce qu'on en est arrivé là, au point où on rejette aujourd'hui nos langues. Mais avant de le dire, je vais présenter rapidement les pays qui possèdent le plus de langues en Afrique. Le premier, the Almighty Nigeria, 520 langues parlées dans cet espace-là. Suivi par son voisin immédiat, le Cameroun, qui oscille autour des 280 langues parlées dans cet environnement. Le troisième dans cette affaire, c'est notre ami RD Congo, qui serait autour des 200, on dira quoi, environ 214 langues parlées en République démocratique du Congo. Le quatrième reviendrait au Tchad. Le Tchad serait autour des 129 langues. Et enfin, la Tanzanie, qui serait autour des 114 langues. Ça, c'est le top 5. Et quand vous rassemblez ces 5 pays, vous êtes déjà à près de 1000 langues inventées par seulement 5 pays. Tu imagines le génie que nos ancêtres avaient? Parce que les langues permettaient de faire quoi? Arriver dans un environnement, il fallait trouver des termes et des symboles pour pouvoir identifier l'environnement, transmettre des informations sous forme de code. Et ça montre que nos ancêtres étaient très puissants. Mais comment vient-on à un niveau où un pays comme le Cameroun, qui a près de 280 langues, n'arrive même pas à utiliser une seule de ces langues comme langue nationale? Ça veut dire qu'il y a un problème. On va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais là, très rapidement aussi, je vais te donner les 5 langues les plus parlées d'Afrique. D'accord? Le premier, c'est le Kiswahili ou bien le Swahili. Il y a 150 millions d'Africains qui parlent cette langue. Alors, 150 millions, c'est quoi? C'est 2 fois la population de la France. D'accord? Plus encore, la moitié de la population, je dirais, du Cameroun, qui parle le Kiswahili. T'imagines? Et il y a plein de pays qui le parlent, comme la Tanzanie, capitale Dar es Salaam, le Rwanda, le Kenya, le Congo, d'accord? Et je pourrais peut-être aussi ajouter la Zambie. On parle le Kiswahili là-bas. La deuxième langue, alors ça se doute, ou bien ça se discute entre l'Amharique et le Haoussa. Le Haoussa est parlé par près de 50 millions d'individus, notamment ici au Nigeria. On en parle au Cameroun, au Tchad, au Niger. On en parle aussi au Bénin, au Togo, au Ghana. Je pense qu'il y a quelques traces aussi en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, et au Burkina Faso. D'accord? Et là, j'étais déjà à 3, n'est-ce pas? Le quatrième, c'est le Yoruba. Almighty Yoruba. Ici, Ibadan, Ifé. Ils sont là au Nigeria. Il y en a aussi pas mal au Bénin. OK? Après, tu as quoi Igbo aussi? Igbo. Le Igbo, oui, d'accord. Le Igbo. Nous avons aussi le Lingala, qui sont des langues très parlées. Nous avons aussi le Bambara, qu'on ne peut pas négliger. Et le Fufulde, ou bien le Fulbe, qui est parlé aussi de façon abondante en Guinée ici. C'est parlé aussi au Sénégal avec des variantes, à Bamako, au Cameroun, au Nigeria, d'accord? Aussi en République centrafricaine et un peu aussi au Tchad. Et comme je t'avais expliqué l'autre jour, il y a un professeur ici qui est originaire du Sénégal, le professeur Moussalam, un très brillant intellectuel qui a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Lui, dans ses recherches, il affirme que l'origine des Peuls serait ici en Éthiopie. Donc après, ils se sont diffusés dans l'Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Donc, une fois que j'ai dit ça, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi avec autant de langues, nous n'avons pas réussi à nous positionner à telle enseigne qu'on puisse avoir des pays qui utilisent ces langues. La plupart de nos pays ne portent même pas des noms avec les langues locales, à part peut-être le Mali.
Hein, Mali qui signifie hippopotame dans leur langue là-bas, l'une de leurs langues. C'est très intéressant. Il y a aussi Congo qui est la déformation de Congo. Ngo, c'est quoi? Le léopard. Le léopard, Congo. Les dompteurs de léopard. C'était des puissants guerriers à l'époque. C'est ici que les premières traces de mathématiques les plus anciennes ont été découvertes. Dans une ville qu'on appelle Ishango. Un os sur lequel les pêcheurs faisaient les mathématiques. En base 1. D'accord? Et l'histoire révèle qu'à partir des grands lacs, lorsque ces pêcheurs sont remontés à travers le Nil, ils ont commencé à coloniser la Haute-Égypte, c'est-à-dire ce qu'on appelle Al-Soudan, qui viendrait de l'arabe, qui veut dire la terre de l'homme noir. Et à partir d'ici, à chaque fois qu'il y avait les crues du Nil, tu as déjà entendu parler du Nil, non? Le plus long fleuve d'Afrique, c'est ça? Nile River. Et quand il y avait les remontées du Nil, à partir de ce moment, ils se retiraient sur les montagnes, ils observaient la nature, l'espace, etc. Et c'est là où est née l'astronomie. D'accord? Et lorsque, n'est-ce pas, il y avait les descentes du Nil, ils essayaient, n'est-ce pas, de retracer les contours de leur champ. C'est là où est née la géométrie, les figures, etc. C'est pourquoi l'un des plus grands traités de mathématiques que l'on trouve se trouve dans cet espace-là. Ça a été écrit par des savants noirs à l'époque, mais ils ont été tous volés. Et ça se retrouve dans les musées européens. Donc l'un de ces plus vieux manuscrits s'appelle le papyrus de Amuzu, là où se trouvait le fameux théorème de Pythagore. How do you call it in English? Pythagoras theorem. Pythagoras théorème. C'est curieux, hein? Là, je suis avec ma gamine de 10 ans. Elle sort de leur CM2 qu'on appelle classiques, mais ils étudient déjà les théorèmes de Pythagore, soi-disant de Pythagore au CM2. Ça montre le décalage qu'il y a aussi entre le système francophone et le système anglophone, hein, sans vouloir dénigrer. Bien, pour revenir, en réalité, nous avons été battus sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan spirituel et sur d'autres plans, parce que nos ancêtres, quelque part, ont confondu le visiteur. Ils ont cru que tous les peuples avaient le même paradigme, c'est-à-dire la même façon de visualiser le monde. Rappelez-vous, lorsque les Carthaginois, les Anglais, les Français venaient chercher à manger en Afrique et des espaces pour pouvoir survivre à cause de la faim dans leur espace de l'autre côté, quand ils venaient chercher la main-d'œuvre pour aller travailler dans leur plantation, à la base, c'était des accueils. Pour nous, c'était des humains qui arrivaient parce qu'on avait des albinos. Hein, l'albinos aussi à la peau blanche. Donc, on n'avait pas un regard repulsif vis-à-vis de l'Européen. Mais sauf que l'être qui arrivait avait des projets malsains dans la tête. Et c'est là où nous avons échoué et c'est là où je vais chuter. Parce qu'en ouvrant nos portes à cet individu, il nous a étudiés, il a vu nos faiblesses et il nous a donné le coup fatal. Il a détruit notre système éducatif en créant un faux système colonial où la rentrée académique se fait pendant la période de la récolte. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, lorsque les vieux ont besoin de leurs enfants pour aller au champ faire la récolte, c'est là où on prend tes enfants, on part les enfermer quelque part pour dire qu'on les enseigne. Qu'est-ce qu'on les enseigne? On les enseigne l'histoire de France. On les déconnecte sur le plan spirituel, on les déconnecte sur le plan historique et on les empêche de parler leur langue maternelle à l'école. Et c'est là où l'échec a commencé. Lorsqu'on a arrêté de parler nos langues, et il y a un de mes oncles qui m'expliquait que lorsque tu parlais ta langue à l'école, il y avait des camarades traîtres à qui on avait donné la mission de venir te mettre un gros os de singe au cou. Et tu étais humilié dans le campus. Donc, ta culture, ta langue, ton mode de réflexion est devenu un sujet de honte. Et petit à petit, on a, sur des générations, on a donc intégré ce qu'on appelle des traumatismes. Et quand un être est traumatisé, si ton cerveau ne trouve pas une explication valable pour te convaincre, tu deviens un danger pour toi-même. Et là, ils ont fabriqué des instituteurs, non pas pour transmettre la connaissance, mais pour traduire nos langues afin qu'ils puissent comprendre nos secrets. Et avec le temps, on a lâché petit à petit nos langues. Donc, il est d'urgence que nous puissions ramener toute cette richesse ancestrale au jour. Parce que l'usage d'une langue cache ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire une vision du monde. Et c'est dans la langue qu'on donne des noms. Je prendrai un exemple simple sur moi pour chuter. Dans ma langue, mon nom originel ou bien celui de mon papa, c'est Dogué. Dogué qui signifie les pylônes ou bien les piliers qui permettent de soutenir une maison. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, quand l'Africain donne un nom, il y a une vision de la chose, il y a une projection qui se fait de toi, et il y a, n'est-ce pas, une orientation qu'il te donne. Mais après des phases, n'est-ce pas, de travail sur toi qu'on appelle les phases d'initiation, il y avait des modifications qui venaient autour du nom. Donc, quelqu'un qui s'appelait Dogué devient Doksala, John Sala, Will Sala, Lik Sala. C'est un peu ça. Donc, nos langues sont vraiment intéressantes. Et si on commence à se réintéresser à nos langues, nous allons balayer des termes comme homosexualité qui n'existent pas dans nos langues.
Nous allons balayer des termes comme esclavage qui n'existent pas dans nos langues. Et nous allons aussi balayer, par exemple, un terme que j'oublie encore là. Bref, en gros, il y a donc l'usage de la langue du colon fait en sorte que nous puissions adopter des schèmes de pensée du colon. Et ça nous réduit. Donc, vivement, essayons de revaloriser nos langues. C'est vrai qu'il y a l'arabe qui est présent dans notre continent. On continue à travailler avec, c'est pas un souci. Le français, le portugais, l'espagnol. Mais n'oublions pas, c'est près de 4000 langues qui végètent. Donc, c'était un peu ça, le petit enseignement de ce soir. Bien des choses à chacun de vous et intéressons-nous à nos langues. C'est très important. Voilà.